Alors on va commencer. Alors bonsoir. Cet événement ce soir officialise donc le lancement de la chaire Valeurs et consommation durable affiliée à la Fondation Rabelais de l'Université de Tours et en collaboration avec l'IAE Tours-Centre Val-de-Loire. Avant de commencer, je vais donner la parole à monsieur Arnaud Giacometti, président de l'Université de Tours, puis à Arnaud Rivière, directeur de l'IAE Tours Val-de-Loire. Monsieur Giacometti, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le directeur de l'IAE de Tours, cher Arnaud, chers collègues et puis chers partenaires. Je suis évidemment particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir pour le lancement, on va dire, de cette chaire. Et ceci, on va dire, pour deux raisons. La première, c'est que, on va dire, ces tables rondes, c'est le premier événement organisé dans le cadre de la chaire Valeurs et consommation durable, donc qui est mise en place effectivement par l'IAE de Tours-Val-de-Loire, mais aussi avec le laboratoire Valorem. Et puis, donc, comme ça a été dit, une chaire mise en place aussi grâce au soutien de la Fondation Rabelais. Alors peut-être quelques mots justement sur cette Fondation Rabelais, puisque même si maintenant elle existe depuis, on va dire, 12 ans, tout le monde ne la connaît pas forcément encore. Donc c'est une fondation universitaire de l'Université de Tours. Alors, qui va probablement connaître prochainement une transformation en fondation partenariale, parce que ça présente, on va dire, certains avantages par rapport aux fondations universitaires, mais ce n'est pas le plus important. Donc une fondation qui avait été créée il y a 12 ans, on va dire, pour resserrer les liens entre l'université et le monde socio-économique. Une fondation là, qui, depuis 12 ans, a récolté à peu près 1 million d'euros en termes de fonds, pour donner une idée de ce que ça a représenté. Alors aujourd'hui, c'est une fondation qui est présidée par Stéphane Martinez, qui à Tours est le directeur de ST Microelectronics. Il aurait bien aimé être présent parmi nous, mais voilà, il y a des contraintes professionnelles qui font qu'il n'a pas pu être là. Donc c'est une fondation qui existe depuis très, très longtemps, mais plus récemment, et je dirais que c'est notamment grâce au recrutement d'une chargée de mission spécifique pour la Fondation Rabelais, qui est présente ce soir, on a essayé d'imaginer de nouvelles actions que pourrait porter la Fondation, et parmi ces actions qu'on a voulu développer, c'est la mise en place de chaires partenariales, des chaires qui sont, on va dire, qui correspondent à mettre en place donc des programmes pluriannuels de recherche, formation, de diffusion du savoir entre l'université et donc des partenaires du monde socio-économique, et en fonction évidemment de leurs besoins. Alors, à ce jour, donc c'est une idée qui est assez récente, on a 2 chaires qui ont été mises en place. Alors, c'est pas une obligation, mais à l'occurrence, pour l'instant, c'est 2 chaires qui ont été mises en place avec l'IAE, mais les autres composantes, évidemment, peuvent essayer de mettre en place de telles chaires. Alors, une première chaire qui a été mise en place, là, maintenant, il y a un peu plus d'1 an, et qui concerne la thématique de l'inclusion au travail et au management, avec notamment, grâce à la chaire, le financement d'une thèse cofinancée avec la Fondation et la région Centre-Val de Loire sur la prise en compte, on va dire, et l'inclusion au travail de personnes qui ont des maladies chroniques. Et puis donc, on vient de là, c'est plus récemment, en février, c'était au mois de février, de valider l'idée d'un soutien d'une 2e chaire, donc la chaire qui est à l'origine de l'événement ce soir, qui est donc sur la thématique valeurs et consommation durable. Donc première raison, voilà, c'est le lancement d'une nouvelle chaire, et puis on va dire d'un nouveau dispositif qu'on met en place avec la Fondation. La deuxième raison qui fait que je suis vraiment heureux d'être là parmi vous ce soir, c'est la thématique finalement de cette chaire et de la table ronde. Comment créer de la valeur durable et partagée, comme on le sait, dans un contexte, on va dire, où une transition écologique et sociale devient vraiment une nécessité, je dirais même une urgence, si on veut pouvoir continuer à assurer l'habitabilité de notre terre. Alors, sur cette thématique-là, depuis maintenant 3 ans, l'Université de Tours est particulièrement engagée pour contribuer et participer aux transitions nécessaires, et notamment avec l'appui de ma vice-présidente en charge des transitions qui est ici, sachant que dans ce cadre-là, on vient tout juste de finaliser
finaliser notre schéma directeur développement durable, responsabilité sociale et environnementale. Un schéma donc, qu'on a dénommé ASTRE, pour Agenda stratégique de transformation écologique et sociale, qui vise évidemment à réduire l'empreinte carbone de notre établissement, mais aussi à réduire nos consommations d'énergie. Et puis également, de par, on va dire, nos missions premières, à soutenir toutes les actions de formation et de recherche qui peuvent contribuer à ces transitions nécessaires. Alors c'est une feuille de route qui est assez ambitieuse, je ne vais pas la détailler là maintenant, mais pour revenir à la thématique de ce soir, cette feuille de route comporte notamment pour objectif de guider notre politique d'achat de nouveaux équipements vers des offres durables et réparables, en favorisant donc l'achat de nouveaux équipements qui soient résilients, peu consommateurs d'énergie, en analysant le cycle de vie de ces équipements, je dirais, en amont même de leur achat, en favorisant évidemment la réparation et la mise à jour des équipements que l'on possède déjà, parce que parfois une simple mise à jour finalement peut permettre d'utiliser l'équipement encore un peu plus longtemps, et puis aussi en favorisant le partage d'équipements et leur mutualisation. Parce que parfois on s'aperçoit que sur un même site on peut avoir plusieurs fois le même équipement et finalement qu'on les sous-utilise. Alors ces engagements sur la politique d'achat, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque quand on regarde le bilan carbone de l'université, la part des achats, c'est à peu près 1/3 de notre bilan carbone. Comparativement, l'énergie, finalement, c'est seulement 6% de notre bilan carbone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toucher à l'énergie, puisqu'il y a aussi l'objectif de réduction, on va dire, de nos consommations énergétiques, mais finalement, c'est presque un autre objectif. Mais pour la réduction de notre empreinte, notre politique d'achat, les achats durables, partagés, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Donc, on sait, je pense aujourd'hui, quand même, on en est, je pense, toutes et tous conscients que dans un contexte de dépassement des limites planétaires, certaines le sont aujourd'hui déjà. Donc on est dans un contexte sur certaines ressources planétaires, on va dire de surexploitation, qu'on est dans une période où on est amené, où on doit revoir un peu, je dirais, les principes mêmes finalement de production et de consommation qui ont été mis en place, je dirais, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Alors, cela nous oblige à innover, à reconsidérer un concept, on va dire, comme le concept de valeur, un concept traité, on va dire, depuis très longtemps au sein du réseau des IAE en France, et en particulier au sein de l'IDAE de Tours et du laboratoire Valorem, en particulier sur l'axe valeur et consommation durable. Et on peut le dire, Valorem est vraiment reconnu nationalement et au-delà même pour son expertise sur cette thématique. Et donc il était, je dirais, finalement assez naturel de dédier une chaire universitaire de recherche sur ce sujet. C'est une chaire donc qui ne fait que démarrer, et je ne doute pas qu'elle permettra, en tout cas on ne peut que le souhaiter, de contribuer justement aux enjeux écologiques et sociaux qui sont devant nous et qui sont posés, on va dire, à la fois aux établissements publics et aux établissements, on va dire, privés. Alors je conclurai en remerciant par avance les intervenants de la table ronde de ce soir pour avoir accepté de participer à cet événement. Puis j'en profite également quand même pour vous préciser que sur les deux chaires, on est encore à la recherche de mécènes supplémentaires. Les budgets ne sont pas complètement bouclés. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, notre chargée de mission, Marion Cheminot, qui travaille en plein pour la Fondation, est ici présente et elle pourra vous en dire un peu plus si ça vous intéresse. Voilà, merci pour votre attention. Et je vais passer la parole à Arnaud Rivière, donc directeur de l'IAE Tours Val-de-Loire. Et co-porteur donc, de la chaire Valeurs et consommation durable. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Alors moi, je suis doublement heureux de l'organisation de cet événement aujourd'hui. Alors d'abord en tant que directeur de l'IAE, puisque cet événement démontre clairement le dynamisme de l'IAE et sa volonté, et la volonté de l'ensemble des équipes de l'IAE, de renforcer nos liens avec nos différents partenaires, les alumni et l'ensemble des acteurs de notre écosystème. Et plus globalement, en fait, cette manifestation, elle traduit le souhait de l'IAE de renforcer son positionnement et son rayonnement au sein du territoire, au plus près des acteurs socio-économiques. Alors, au-delà de notre offre de services qui est adressée
aux acteurs professionnels. Je pense notamment à la formation continue, je pense notamment aux projets tutorés qui sont menés par nos étudiants, encadrés par des enseignants-chercheurs et en collaboration avec des entreprises. Au-delà de notre vivier de stagiaires, d'apprentis, de diplômés, que nous pouvons naturellement mettre en connexion avec vos besoins en matière de ressources humaines, ou bien encore de l'expertise de nos enseignants-chercheurs qui peut être mobilisée dans le cadre notamment de contrats de recherche avec des organisations. L'IAE, Tour Val-de-Loire, a clairement vocation à se positionner comme un réel centre de ressources et un véritable lieu de réflexion au plus près donc des préoccupations managériales des acteurs du territoire. Mais si je suis devant vous ce soir, c'est aussi pour mon autre casquette, puisque comme l'a précisé Monsieur le Président, je suis également coporteur de la chaire Valeurs et consommation durable en collaboration avec mon collègue le professeur Laurent Maubisson. Alors cette chaire en fait universitaire, Valeurs et consommation durable, qui a été créée comme cela a été précisé en février dernier, elle se positionne vraiment comme un lieu d'interaction et de rencontre entre les enseignants-chercheurs, les acteurs socio-économiques du territoire et les apprenants de nos différentes formations. Et en fait, pour être plus précis, dans notre jargon, ce qu'on appelle une chaire, c'est en fait un projet qui est financé en partie par un ou plusieurs partenaires mécènes. Et l'objectif, c'est de développer un programme pluriannuel de recherche, de formation et de diffusion du savoir dans un domaine d'intérêt collectif et bien spécifique. Donc, comme cela a également été rappelé, la chaire Valeurs et consommation durable, elle est adossée, elle est rattachée à la fondation Rabelais de l'Université de Tours, qui, comme ça a aussi été rappelé, abrite maintenant donc 2 chaires universitaires, la chaire Inclusion au travail et management et la chaire Valeurs et consommation durable. Et donc, en fait, ces 2 chaires permettent à l'IAE, en collaboration avec le laboratoire Valorem, de mettre en avant notre expertise dans ces 2 domaines et plus globalement, de démontrer notre réel engagement en matière de RSE. Et je tiens d'ailleurs, puisque je vais profiter de votre présence ce soir, je tiens d'ailleurs à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre action décisive dans le développement de ces 2 chaires. On en parlait depuis de très nombreuses années. Eh bien, nous avons pu finalement les concrétiser. Donc voilà, un grand merci pour votre précieux soutien et un grand merci également aux membres de la Fondation Rabelais qui nous ont également soutenus dans cette création de ces 2 chaires. Alors, plus précisément sur la chaire Valeurs et consommation durable, en fait, l'objectif de cette chaire consiste finalement à repenser la création de valeur des organisations pour répondre aux enjeux de la transition écologique et sociétale. Donc plus précisément, en fait, la vocation de cette chaire vise en fait à favoriser l'adoption de pratiques de consommation responsable et à promouvoir le développement d'offres qui vont proposer une valeur élargie. Donc l'idée, c'est bien évidemment, quand on va concevoir une offre, qu'on puisse créer de la valeur pour l'entreprise, pour le client, mais au-delà de ça, pour la société et l'environnement, et ce, tout au long du cycle de vie d'une offre. Avant l'achat, pendant la consommation, mais également après la phase de consommation, donc ce qu'on appelle, nous, le post-usage. Et donc cette thématique de la chaire Valeurs et consommation durable amène finalement à repenser le rôle du marketing en intégrant le développement durable au cœur de ses approches et pratiques, et donc en orientant les choix des consommateurs vers plus de durabilité. Dit autrement, en fait, le marketing, il est souvent décrié, que ce soit dans la presse ou dans l'opinion publique, pour ses pratiques déviantes, voire même concernant sa finalité. Eh bien, dans le cas de cette chaire, il s'agit vraiment d'utiliser à la fois les outils, les techniques, les approches du marketing comme des leviers décisifs pour justement accompagner et accélérer la transition socio-environnementale des organisations. Et donc, en collaborant avec les acteurs socio-économiques impliqués au sein de cette chaire via le système du mécénat, donc l'objectif de la chaire, c'est vraiment de co-construire la connaissance utile à une diversité d'acteurs, organisations publiques, privées, quel que soit le secteur d'activité, et donc de diffuser cette connaissance auprès des différentes parties prenantes, partenaires, en considérant par exemple différentes problématiques qui vous intéressent en tant que professionnel. Par exemple, on va s'intéresser à l'impact des écolabels, des écoscores, des indices de réparabilité, des caractéristiques environnementales d'une offre, de l'engagement RSE d'une organisation sur l'attractivité d'une offre pour les consommateurs avant achat. On va également s'intéresser à des problématiques qui vont nous amener à nous demander comment on peut associer sobriété et usage d'une offre. Ou bien encore, on va s'interroger sur des thématiques telles que comment favoriser, à l'issue de la phase de consommation d'un produit, l'adoption par les consommateurs de pratiques de recirculation éco-responsables, à l'instar du don, de la revente, ou des pratiques qui vont permettre d'allonger
la durée de vie d'une offre, par exemple au travers des pratiques de réparation qui se développent de plus en plus. Donc pour mener à bien ces différents travaux de recherche, nous avons besoin, chers partenaires, chers acteurs socio-économiques, ça a été rappelé par le président, et je reprends ma casquette de marketeur pour vous rappeler qu'on a besoin de votre soutien, puisque cette chaire fonctionne via le système du mécénat. Et comme ça a été rappelé, nous sommes tout nouveaux, puisque nous avons été créés récemment en février dernier. Nous avons besoin donc du soutien des différents acteurs socio-économiques qui peuvent donc s'impliquer et être partenaires de cette chaire via le système du mécénat. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le système du mécénat, la personne ressource a été indiquée, donc c'est Marion Cheminot de la Fondation Rabelais. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet scientifique et les conséquences opérationnelles de cette chaire pour votre organisation, n'hésitez pas à vous adresser à mon collègue Laurent Maubisson ou à moi-même pour en savoir plus. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant, je vous propose de laisser la parole à nos speakers et à notre maîtresse de cérémonie. Merci à tous. Alors, comme vous le voyez, notre première table ronde ce soir, ça va être les enjeux de la transition écologique et sociétale pour les organisations, comment créer de la valeur durable et partagée. 4 intervenants ce soir, je vais vous les présenter rapidement. Audrey Mesmin, qui est responsable coordination des équipes marketing chez Radial. Isabelle Jeannot, directrice de Necoe. Julien Nolière, directeur général de Mutual. Et enfin, Laurent Maubisson, enseignant-chercheur en marketing, professeur des universités à Liège-Tours Val-de-Loire et donc co-porteur de la chaire Valeurs et consommation durable. Chacun va surtout présenter l'activité de sa société et nous dire en quoi notre thème de ce soir est au cœur de son activité ou en tout cas au moins en cours de réflexion dans le quotidien de son entreprise. Bonsoir, merci beaucoup d'être présent ce soir. Moi, je suis effectivement la directrice de Necoe. Alors, Necoe, c'est une association de développement économique qui existe depuis 15 ans, qui est basée à Orléans, qui travaille sur toute la région Centre-Val de Loire, sur le thème de l'innovation servicielle responsable. Ce thème-là, on le traite autour de 4 axes d'action, de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement et de l'animation. Et on a 3 sujets qu'on porte avec ces axes de travail. Le design de service en tant que méthodologie, où on va mettre vraiment la question des usages au cœur des réflexions. L'animation d'intelligence collective, qui est aujourd'hui extrêmement importante dans les sujets d'innovation. Et le 3e, qui est l'accompagnement des entreprises, le sujet de la transformation de leur modèle économique vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un courant qui associe l'économie circulaire avec le développement durable et la psychodynamique du travail. Et en quoi c'est au cœur de notre activité ? C'est vraiment au cœur de notre activité, puisqu'on a cette vocation, finalement, d'accompagner tous les acteurs de notre territoire dans cette transformation de la production et de la consommation vers des approches beaucoup plus durables tout en préservant quand même le côté économique, c'est-à-dire la rentabilité des entreprises, qui est quand même... ça ne doit pas être une finalité, mais c'est un moyen essentiel pour assurer leur pérennité. Oui, ça doit marcher, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir, à double titre pour cette table ronde, bien sûr, mais aussi du fait que j'étais anciennement étudiant à l'IAE de Tours et honoré d'être nommé depuis... un peu plus d'1 an maintenant, président du conseil d'IAE. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour cette raison. Et également pour cette table ronde qui m'est chère parce que moi je suis directeur général de Mutual. Mutual, c'est une mutuelle santé. Nous sommes basés à Blois. Notre siège social est à Blois dans le Loir-et-Cher. Nous sommes basés sur l'ensemble du territoire français avec des agences plutôt sur le quart nord-ouest, c'est-à-dire la plus au sud est à Clermont, la plus à l'ouest à Lorient et la plus au nord à Calais. Donc vous voyez un peu le triangle. Une centaine de salariés, on protège plus de 53 000 personnes et le sujet de ce soir est un enjeu stratégique pour nous. Il y a maintenant un peu plus de 3 ans, nous avons posé un projet stratégique qui porte entièrement sur notre impact sociétal et une démarche RSE, donc je pourrais y revenir par la suite. On vous en dira plus effectivement. Tout à fait. Audrey Mesmin de chez Radial.
Ça commence bien. Bonsoir, donc moi je suis Audrey, je travaille pour la direction marketing du groupe Radial. Le groupe Radial, c'est une ETI française, donc on est environ 3000 dans le monde. Entreprise française, voilà, c'est important. Et on fabrique essentiellement des éléments de connexion, des connecteurs pour, vous allez voir, des secteurs d'activité qui sont challengeants pour l'aéronautique, les télécoms et la défense. Donc évidemment, c'était assez naturel que la direction du groupe Radial, en fait, il y a plusieurs années maintenant, se questionne tout simplement sur l'impact de l'entreprise. Et puis, il n'y avait pas que la direction, il y avait les collaborateurs, bien sûr. Donc je pense que j'évoquerai sans doute ça dans nos échanges. Donc ravi de participer également et d'essayer de nourrir les réflexions autour de cette question majeure. Merci Audrey. Et enfin, Laurent Maubisson, même si on a déjà dit beaucoup de choses sur lui, il va se représenter. Bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Laurent Maubisson, je travaille donc à l'IAE de Tours. J'ai la chance de représenter mes collègues, puisqu'on travaille tous dans l'enseignement et la recherche. Donc on travaille à l'IAE de Tours et au laboratoire Valorem. La partie visible de notre travail, c'est certainement plus l'enseignement que la recherche, mais derrière, en fait, plus de la moitié de notre temps de travail, et même parfois beaucoup plus, est consacré aux travaux de recherche. Et donc on est concerné par la consommation durable, tout simplement parce qu'on n'a plus le choix. On ne peut plus faire du marketing comme avant. Dans mes premiers cours de marketing, j'enseignais il faut aller conquérir des nouveaux clients, il faut les fidéliser, il faut prendre tout leur argent pour vendre une catégorie de produits. Aujourd'hui, c'est terminé, on le sait depuis quelques temps, et on va essayer de débattre un petit peu, je crois, ce soir, savoir comment. Et c'est un débat qui va être éphémère parce que c'est un monde en pleine mutation. Et il y a tout à construire. Donc c'est pour ça qu'on a lancé tous ces travaux de recherche et que tous nos enseignements sont axés, qu'ils soient en marketing ou autre, ils intègrent maintenant cet aspect RSE qu'on appelle. Effectivement, ce soir, on aura des pistes de réflexion, quelques solutions, on verra, qui sont mises en place par nos intervenants. Donc c'est ce qu'on va voir aussi ce soir par des exemples. Mais avant de commencer sur des exemples, quelque chose de plus concret, dans notre thématique du soir, on a plusieurs mots-clés. Et la première, c'est la valeur durable. Monsieur Maubisson, qu'est-ce qu'on entend par valeur durable ? Alors, durable, ça a été déjà évoqué par notre président et par le directeur de l'IAE. En fait, si je prends un exemple tout simple, les baskets, les chaussures aujourd'hui que l'on porte tous, il y a plusieurs solutions. Soit on peut s'en débarrasser, donc les jeter à la poubelle, c'est pas la meilleure solution. Soit on peut prolonger leur durée de vie en décidant de les downcycler. On va les garder pour les jardiner, par exemple, ou les upcycler. On va essayer de les réparer, de leur mettre des petites broches, changer les lacets pour pouvoir changer un petit peu, modifier un peu leur usage, ou tout simplement essayer de les recycler. Et là, par exemple, Decathlon va prochainement commercialiser une basket composée d'un seul matériau qui vont pouvoir du coup fondre et puis régénérer comme ça de nouvelles baskets. Vous voyez, donc il y a des innovations technologiques qui permettent en fait de prolonger la consommation d'un produit. La durabilité du produit. Justement, je vais me tourner vers Isabelle Jeannot. Vous, chez Necoe, vous réfléchissez à cette valeur durable et vous l'appelez surtout la notion effet utile. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Nous, la réflexion, elle est de dire, en fait, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise, qu'est-ce qui fait la valeur de ce qu'elle propose. Et ce n'est pas finalement tous les gestes techniques, mais le résultat que ça produit chez le client auquel elle s'adresse. Et on appelle ça l'effet utile. Alors, il y a un autre terme aussi utilisé en économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est la notion de performance d'usage. Si on traduit concrètement dans certaines activités d'entreprise, est-ce qu'un installateur de chaudière, sa valeur, elle est dans la chaudière ou dans le confort thermique que cherche à obtenir le consommateur, le particulier qui fait installer sa chaudière. Si on est dans les métiers de l'avocat, par exemple, alors je donne des exemples réels d'entreprises qui opèrent cette transformation de la valeur. Une avocate en droit social, est-ce que sa valeur, elle est d'éteindre le feu quand l'entreprise est en difficulté avec un salarié, ou est-ce qu'elle est de faire que cette situation n'arrive pas ?
Et donc c'est ça le sujet, c'est de se dire finalement la vraie valeur de l'entreprise, elle est dans l'effet utile, dans le bénéfice, dans le résultat qu'elle apporte à son client. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut s'intéresser à son client. Et nous, notre sujet, c'est de s'intéresser aux usages. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'avoir une chaudière, c'est dans quel contexte, quels usages vont avoir les personnes qui vont toucher cette chaudière pour finalement produire le résultat qu'ils en attendent. Donc on a vraiment cette notion de s'intéresser aux usages avant tout, bien sûr de l'utilité, mais ça c'est le point essentiel, mais cette notion d'intégrer les usages, et tous autant qu'on est, si on a une voiture ou qu'on n'en a pas une, on en a des usages différents. Et c'est vrai aussi selon le contexte de notre déplacement, par exemple, si on parle d'un véhicule, mais aussi avec qui on est, quel âge on a. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, cette notion d'usage. Le deuxième aspect dans la notion de valeur, c'est la notion de valeur non monétaire. Il faut, à un moment donné, faire comprendre à nos écosystèmes que dans ce que travaille une entreprise, elle peut aussi bien produire de la valeur monétaire, donc c'est ce qui va faire l'objet d'une transaction, mais aussi de la valeur non monétaire. Quand j'ai un confort thermique qui me convient, ben finalement, je suis en bonne santé, je n'ai pas de sensation de froid, enfin voilà, des choses comme ça. Et de faire comprendre que ben, si on fait bien son travail, oui, il y a une valeur monétaire qui va s'opérer, mais il y a aussi plein de choses à révéler en termes de valeur non monétaire. Et ce qui va permettre, en discutant avec un client dans une démarche plus dialogue, finalement de faire comprendre cet aspect non monétaire. Et vous allez trouver plein d'aspects non monétaires de l'équipe vie pro, vie perso par exemple, pour un centre d'appel qui prend les rendez-vous pour des médecins dans les Hauts-de-France. C'est comme ça qu'elle a pu discuter la valeur monétaire en finalement évoquant la valeur non monétaire qui était importante pour le médecin. C'est voilà, j'en ai marre de bosser jusqu'à pas des heures, je ne vois pas mes enfants. Et ben, comment moi, dans le métier que je fais, qui est de caler vos rendez-vous dans l'agenda, je contribue à ça et comment on travaille ensemble. Audrey, vous chez Radial, comment peut-on parler de cette valeur durable quand les produits qu'on fabrique, est vrai, ont un petit impact sur l'environnement? Vous avez dit tout à l'heure. Pardon, oui, ça fonctionne bien. Oui, un fort impact. Oui, évidemment, on a un fort impact et on contribue, alors comme beaucoup d'industries extractives, hein, forcément, on contribue à des activités qui ont un impact négatif et qui sont mis sur le devant de la scène, et c'est normal, on va dire, par rapport aux enjeux de transition comme l'aéronautique, par exemple. Donc, c'est en lien avec ce que je disais un petit peu en introduction. En fait, avant d'arriver à la question de qu'est-ce que peut être une valeur durable et comment Radial peut créer ceci, en fait, on s'est demandé, mais pourquoi on est là, en fait, hein, et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et à quoi on veut contribuer tous ensemble. Donc ça, derrière, c'est la fameuse raison d'être d'entreprise. Donc, notion qui flotte un peu comme ça et grand concept et qui n'est pas forcément facile, j'allais dire, parfois, à accéder à cette notion-là dans l'entreprise, mais qui peut avoir un réel impact derrière. Et je vais faire le lien, du coup, avec la place de la direction marketing dans la définition de cette raison d'être. Donc ça, c'était en 2018-2019. La direction marketing et la stratégie, hein, elle insuffle la stratégie forcément pour l'entreprise. Donc forcément, elle travaille sur des sujets de prospective. Donc évidemment, quand on a défini cette raison d'être de l'entreprise, qui est, il faut que je la dévoile quand même, créer des connexions qui comptent, évidemment que la direction marketing, elle avait un rôle clé à ce moment-là pour porter les enjeux de prospective sur les marchés historiques sur lesquels on est, qui, on le sait, ont un impact, comme on le disait, négatif. Et donc après, une fois qu'on avait posé ça, une fois qu'on s'est dit ensemble à 3000 personnes, et je vous jure que c'est pas rien de se dire qu'on voulait créer des connexions qui comptent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Donc là, il y a eu un travail fantastique de fait par nos équipes pour définir des enjeux du monde sociétaux, sociaux, que l'on voulait servir en priorité, nous en tant que communauté, collectif, hein, parce que c'est comme ça qu'on est. On n'est pas juste salarié ou collaborateur. Tous les matins, on vient et on a envie peut-être parfois de contribuer plus qu'à la fabrication de connectiques. Et donc là, en fait, on a commencé à décliner en fait des enjeux de société qui, on le savait, allaient nous rassembler, où on allait vouloir agir dessus et que l'on a croisé avec nos expertises, évidemment, technologiques,
parce qu'on est avant tout des industriels, on maîtrise des process de fabrication très forts. On a besoin, on parlait de valeur, on a besoin de faire vivre ces 3000 personnes qui travaillent avec nous et au-delà même avec nos fournisseurs. Donc on s'est posé sur ces enjeux-là qui, je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui, mais qui sont reliés par exemple au secteur médical sur lequel on est déjà présent et où on va vouloir par exemple grandir en fait pour contribuer à autre chose. Donc voilà, première étape. Et ensuite, et peut-être qu'on en reparlera encore, après on se dit qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et justement, vos produits, comment ils deviennent durables? Parce que vous avez des produits qui sont issus d'extraction de minerais, etc. Ouais. Comment on fait un produit durable? Parce qu'on sait que là, les minerais vont au bout d'un moment, on n'en aura plus. Comment on fait pour perdurer? On fait un produit durable en prenant soin des personnes avec lesquelles on travaille, avant tout, j'allais dire, parce que ça, c'est notre vivier. Sans les collaborateurs, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc ça, c'est aussi c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise là où on est implanté. On est implanté, par exemple, au Mexique, dans des zones qui sont difficiles en termes de niveau de vie. Donc c'est prendre soin du salaire des collaborateurs sur ces endroits-là pour assurer un niveau de vie en fait qui est confortable pour eux. Ça va être une première grosse étape et c'est une préoccupation très forte chez Radial, aussi bien à Shanghai, à Bangalore en Inde qu'au Mexique, en Europe évidemment aussi, mais dans des zones qui sont moins privilégiées que nous. Et puis ensuite sur le produit lui-même, nous on a la chance d'avoir une équipe qui est dédiée à de la recherche en amont. Donc ça dans l'aéronautique c'est très développé, de la recherche et technologie. Et en fait c'est ce qu'on se disait encore l'autre jour, j'ai dit votre métier il est en train de se transformer complètement. Vous faites plus juste de la recherche et technologie, vous êtes les personnes en amont qui vont nous permettre de faire des produits low carbone, donc à faible émission carbone, en bon français, je crois. Et ces gens-là, en fait, sont en charge aujourd'hui de travailler sur des sujets sur comment on peut apporter plus de circularité dans les matériaux qu'on utilise pour nos produits. Pour l'instant à ISO performance, donc ça veut dire les mêmes performances produits qu'aujourd'hui, donc ça c'est pas rien en termes de challenge. Pourquoi avec les mêmes performances? Parce que nos clients qui sont, je les ai pas cités, mais qui sont des Nokia, des Dassault, des Boeing, des grands comptes qu'on connaît tous, et ben pour l'instant ils se transforment aussi, mais on va tous à un rythme pour l'instant, on est en marche. Donc voilà. Donc l'objet aussi, ça va être de travailler. On parlait de coopération tout à l'heure, et je crois que ça, c'est clé. Et là, je vais relier ça aux enjeux du métier du marketing. C'est comment demain, et vous en parliez Virginie, comment le marketing en fait prend un nouveau rôle dans l'entreprise, comment il se transforme et comment il est générateur de nouvelles coopérations pour justement rendre des produits plus durables. D'accord, et je crois qu'après on parlera de la notion de valeur partagée. On verra ça juste après. Je voulais donner encore sur ce thème la parole sur valeur durable à Monsieur Julien Nolière. Vous, chez Mutual, je crois que ça s'inscrit carrément dans une stratégie durable chez vous, autant chez vos clients que chez vos prospects et vos collaborateurs. Alors, c'est une stratégie d'entreprise globale qu'on a créée en fait. On s'est posé la question fin 2020, on sort d'un premier projet stratégique qui fait que nous sommes passés d'une structure régionale à une structure nationale. Donc projet vraiment structurant, organisationnel. Et au bout de ce premier projet stratégique qui arrive à son terme, on a réussi à faire à peu près tout ce qu'on a voulu au niveau de l'organisation. On se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, PME, dans un marché mutualiste, on va dire, parce que le marché de la santé, c'est devenu un marché entre les assurances et les mutuelles. Quelle valeur on peut avoir à apporter, quelle valeur ajoutée on a pour nos adhérents. Et donc là, on s'est dit, on va porter un projet stratégique sur les valeurs, parce que sinon, il n'y aurait plus de raison d'exister, finalement, plus de raison d'être. Et donc, c'est de là qu'on a également défini une raison d'être, qui est d'agir dans nos territoires sur la base d'un projet social, responsable, humaniste et solidaire, où l'adhérent est au cœur de nos engagements. C'est-à-dire que l'adhérent au cœur, donc ça, aujourd'hui, toutes nos actions sont pensées en direction de nos adhérents. Toute la partie projet responsable, social, humaniste et solidaire, on fait partie de l'économie sociale et solidaire, donc c'est dans notre cœur de métier, c'est dans notre ADN, mais il faut que ça se matérialise, parce qu'à partir du moment où on fait partie de l'économie sociale et solidaire, c'est pas pour ça qu'on est plus humain que d'autres, c'est pas pour ça qu'on fait plus de bonnes choses que d'autres, donc c'est aussi comment on le matérialise derrière.
Et agir dans nos territoires, c'est de se dire, on est une PME, on a des groupes mutualistes qui sont très gros, on a des petites mutuelles régionales plus petites que nous, et nous, on s'est dit, on va agir dans nos territoires. Donc ça passe par plusieurs aspects. Donc ce projet stratégique, il a été derrière développé en projet d'entreprise. Le fil rouge, c'était la démarche RSE avec les 7 piliers. Nous, on l'a fait en 5 piliers derrière, qui correspondaient plus, mais qui inclut les 7 piliers de la démarche RSE. Et ça se concrétise derrière en termes marketing aussi sur notre partie développement et notre partie prospection. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 16 agences en France. On a décidé de concentrer notre développement sur 30 km autour de nos 16 agences. C'est-à-dire qu'on n'a pas une volonté de répondre à des appels d'offres au niveau national, d'aller... Alors bien évidemment, si on a des opportunités nationales, par les relations qu'on peut avoir, on les fait. Mais voilà, notre enjeu, c'est d'être au cœur de nos territoires et de travailler avec les collectivités, avec les entreprises, les associations et les citoyens de nos territoires. On a fait ce choix stratégique de développement qui n'a pas été simple à vendre aux commerciaux et aujourd'hui qui se passe très bien, parce que là aussi, en 2020, on sort de notre premier projet, on perd des adhérents depuis plus de 20 ans. Donc, à un moment donné, on se regarde et on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Et là, ça fait 5 ans maintenant qu'on gagne des adhérents. Et cette année, on a encore une croissance d'adhérents encore plus forte. Donc, on voit que notre stratégie, finalement, qui est plus raisonnable et plus locale, fait qu'elle a une cohérence. À côté de ça, dans l'ensemble de notre raison d'être, on a réfléchi à notre politique d'achat, bien évidemment. On achète principalement en France dès que c'est possible. Éco-responsable si ce n'est pas en France et éco-responsable si c'est possible. On construit notre siège social en 2015. Alors déjà, on avait ces idées-là à l'époque. On construit notre siège social, 95% sont des entreprises du Loir-et-Cher, 5% les restants de la région centre. Là aussi, c'est un point important. On peut penser que c'est assez anodin, mais quand on regarde aujourd'hui les collectivités, je vais parler des pouvoirs publics, quand il y a des appels d'offres aujourd'hui, on va au moins cher. Et le moins cher, effectivement, ça va être quoi ? Une entreprise peut-être dans le sud de la France qui va sous-traiter à une entreprise espagnole et donc derrière, qui vient fabriquer des bâtiments en région centre et par des entreprises qui ne font pas vivre du tout le territoire. Nous, l'objectif, c'est aussi, en faisant vivre le territoire, de faire vivre des habitants, finalement, des familles, des salariés, des gens qui viennent étudier à l'université de Tours. Donc, c'est aussi notre impact territorial qui est important. Et ensuite, on s'est posé la question, une fois qu'on a fait ça, nos achats, nos bâtiments, heureusement, on ne renouvelle pas régulièrement, parce que là aussi, la durabilité, c'est de maintenir tout ce qui est possible. C'est de se dire, en tant que mutuelle, finalement, on a un organisme financier. Donc, on encaisse des cotisations, on reverse des prestations et on gère de l'actif financier parce que nos réserves nous servent à garantir à nos adhérents qu'on aura de l'argent pour payer les prestations. Donc, et finalement, sur notre bilan, alors on va partir sur un peu la partie financière et d'où je viens à la base dans mes études. Mais voilà, sur la partie financière, nous, on gère beaucoup. Enfin, on gère de l'argent, beaucoup d'argent, non, à notre échelle, c'est pas beaucoup par rapport à l'échelle mutualiste française, mais on gère des sommes, on gère plusieurs millions d'euros, tout est public, donc on gère à peu près 20 millions d'euros. Et on s'est dit, par rapport à ces sommes financières, qu'est-ce qu'on peut faire de différent ? Et l'Europe nous contraint quand même à aller sur les marchés financiers. Et on a décidé de sortir une partie, et on a regardé par rapport à notre marge de solvabilité tout ce qu'on pouvait faire, et on a décidé d'aller jusqu'à 30% de nos investissements financiers, on les a sortis des marchés financiers traditionnels, bancaires, que vous connaissez tous. On a décidé d'investir dans des entreprises qui produisent en France. Entreprises agricoles, agroalimentaires et également industrielles. Donc là, on a décidé, donc vous faites le calcul à peu près, 30%, on est à 26% aujourd'hui. Et donc, on accompagne à peu près 80 entreprises, alors une cinquantaine à travers un fonds de transition via une plateforme participative dans le domaine agricole, et également en direct pour une trentaine d'entreprises. Donc, accompagner des entreprises qui produisent en France, je prends 2-3 exemples pour montrer. Par exemple, on a investi chez un agriculteur qui produit du lin zéro phytosanitaire en France, donc plutôt bon pour l'environnement. Derrière, on a également investi dans une entreprise qui fabrique du textile en France à base de lin. Et donc, finalement, en fait, ce fabricant, il se sert dans la coopérative de l'agriculteur. Et en fait, il y a un cercle effectivement vertueux à travers cet investissement-là. Il faut savoir qu'on produit à peu près 80% du lin mondial et que tout est envoyé en Chine.
De la même manière, on investit aussi dans le textile, dans une usine qui fabrique des jeans en France, à Rue, sur Moselle, dans la Meurthe-et-Moselle, je crois. Et donc, cette usine textile, aujourd'hui, le jean en France, c'est 0,5% des ventes en France de jeans. Hein. Il faut savoir qu'il est au même tarif qu'un jean de marque américaine très connue, même tarif, sauf que lui, il produit en France, le jean américain produit en Asie, au même prix que d'autres marques low cost produisent en Asie. Hein. Et par contre, il arrive à sortir un même tarif. Il faut savoir qu'un jean asiatique, c'est 18 000 litres à peu près d'eau pour fabriquer un jean. Ici, en France, c'est à peu près entre 5 et 6 fois moins de consommation d'eau. Donc on voit en quantité, sachant qu'il y a à peu près 68 millions, autant de Français que de jeans vendus en France chaque année. Donc voilà, donc c'est toute cette démarche. À côté de ça, voilà, on a obtenu la certification de l'AFNOR, donc une certification, un label engagé RSE au niveau 3 sur 4. Donc c'était aussi dans la continuité de notre projet stratégique. On est certifié Service France Garantie, donc qui garantit que nos salariés sont en France. Et je suis également vice-président d'Origine France Garantie, qui travaille avec plus de 600 entreprises qui produisent en France. Et l'objectif prochain, c'est de devenir entreprise à mission. Oui, je me permets juste de reprendre la parole sur la dimension par rapport à ce que vous avez évoqué. C'est nous, et je trouve que ce que vous expliquez, c'est exactement ça. On dépasse la notion de valeur durable pour aller plutôt vers la valeur soutenable. Parce que durable, effectivement, on a la notion de temps. Mais soutenable, il y a aussi le fait qu'on crée une valeur qui va veiller à réduire les impacts négatifs qu'elle produisait par le passé ou qu'elle pourrait produire dans une nouvelle offre. Donc c'est vraiment cette notion de comprendre finalement dans ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on génère comme impact non intentionnel. C'est ça le principe des externalités. Ce n'est pas une intention des entreprises, mais qui est un constat. Comment, en constatant ça, on repense son offre pour finalement réintégrer ces éléments-là et les réduire. Et typiquement, je vous avais cité l'exemple d'un imprimeur. Un imprimeur, sa valeur, c'est de fournir un document imprimé. Mais non, sa valeur, c'est finalement d'accompagner le dirigeant ou l'entreprise à avoir le bon document sous le bon format, etc. Mais s'il impose à son client d'en acheter 1000 pour avoir le meilleur prix et que le client va en utiliser que 600, on en met 400 à la poubelle, quoi. On génère de la consommation d'eau, on consomme du papier, on consomme de l'encre. Et donc, c'est vraiment d'associer cette notion de qu'est-ce qui fait ma valeur et quelles sont dans mon activité les choses négatives que je produis non intentionnellement et comment je résous ça. Donc, c'est le concept de solution produit intégré, produit-service intégré dans l'économie de la fonctionnalité. Et là, typiquement, on est sur un imprimeur qui, finalement, a complètement modifié son offre de valeur, garantissant à ses clients, au prix que je vous annonce, vous aurez le bon prix, la même chose que les concurrents, mais vous n'imprimerez que la quantité dont vous aurez besoin. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir une démarche soutenable, c'est-à-dire limiter des consommations d'eau, d'encre, de papier, dont finalement personne n'a besoin. Donc ça, c'est hyper important, effectivement, d'intégrer cette dimension, de dire il y a ce que je propose et il y a aussi dans ce que je propose, qu'est-ce que je génère de négatif et comment je le traite finalement. Donc là, on l'a bien vu, valeur durable, c'est des économies circulaires, c'est de donner une autre valeur au produit, la valeur soutenable, utile. Et dans notre thème ce soir, après la valeur durable, il y a cette notion de valeur partagée. Laurent Maubisson, qu'est-ce qu'on entend par valeur partagée ? Alors, c'est très difficile de dissocier en fait la valeur partagée et la valeur durable, je crois, parce que dans les exemples qui ont été donnés, il y avait aussi cette notion de partage, au sens où on prend soin des équipes, on essaie de partager les ressources primaires qui servent à produire, etc. Et les premières lectures que nous avons eues en travaillant sur ce sujet, c'est qu'il y a à peu près deux gros angles d'approche qu'on pourrait essayer d'évoquer. Le premier, c'est sur les pratiques de consommation ou de production, et le deuxième, c'est sur les technologies. On peut centrer le sujet selon ces deux approches-là. Si je prends par exemple au sujet des pratiques de consommation, alors une valeur qui est partagée, c'est une valeur qui peut être, c'est des bénéfices que je peux partager avec d'autres. Or, aujourd'hui, les décisions d'achat et les pratiques de consommation
sont principalement guidés par des bénéfices individuels et plutôt égoïstes. Si je vais acheter une voiture, je vais regarder sa puissance, je vais regarder son confort, je vais regarder qu'elle soit sécurisante pour mon foyer, sous-entendu plus sécure que la voiture que j'aurai à percuter. Et donc on est plutôt sur des bénéfices qui sont centrés vers l'acheteur, l'utilisateur. Et il y a des normes, alors ça renvoie à plein de normes sociales, hein, mais ces bénéfices-là, il faudrait qu'on arrive à ce que le consommateur, et puis ensuite les gens qui produisent ces produits, à essayer de valoriser davantage les bénéfices qui peuvent être donc partagés, qui seraient socialement plus acceptables, que ce soit durablement pour la planète, un véhicule qui demande moins de ressources quand on le produit, et qui demande moins de ressources quand on l'utilise, par exemple. Mais c'est aussi les pratiques qu'on peut avoir d'usage. Hein. Vous parlez de la fonctionnalité d'usage. Si on va là-dessus, l'autopartage, c'est une pratique toute simple. On n'a pas besoin de technologie particulière. Il suffit qu'on change nos pratiques de consommation, notre rapport à la consommation. Vous voyez, si je prends le cas des vêtements, c'est la même chose. En fait, en marketing, au tout début, les définitions, c'était on va étudier le besoin du consommateur. Puis ensuite, on a dit on va étudier les désirs des consommateurs pour essayer d'y répondre. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire qu'on va essayer de répondre aux fantasmes du consommateur. Avoir une grosse voiture, ça sert à quoi? Pour rouler plus vite, on n'a pas le droit de rouler plus vite. Pour être plus confortable que celle du voisin. Oui, il y a une norme sociale, on a envie de désirer ce que l'autre, ce qu'on va renvoyer à un statut social ou ce qu'on pourrait obtenir. On est un peu, alors c'est un peu provocateur d'employer ce mot fantasme, mais il ne faut pas fantasmer ni la consommation ni la déconsommation de l'autre côté, parce qu'effectivement, il y a des besoins qu'on a besoin d'assouvir. Hein, on ne pourra pas s'arrêter de consommer. Mais si je reprends l'exemple des vêtements que j'avais évoqué tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on s'est tous habillés de manière correcte. Et on n'a pas choisi des vêtements qui traînent dans nos armoires depuis 5-6 ans. On pouvait mettre des pantalons, une jean, vous l'avez dit, ça consomme, qu'on le fasse en France ou ailleurs. Et effectivement, ça consomme. C'est toujours mieux de faire attention parce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui vont permettre de réduire ça. Mais voilà, on a fait des efforts parce que la norme sociale fait que aujourd'hui, il fallait mettre une chemise et une cravate. Moi, j'ai mon président et mon directeur qui sont là, vous ne pouvez pas. Vous voyez, on ne va pas s'habiller. Donc, si vous prenez l'ancienneté moyenne des vêtements qu'on a tous dans nos penderies, aujourd'hui, on est vêtu avec des vêtements qui sont certainement plus récents que l'âge moyen ou médian de nos vêtements. Et ça, c'est un rapport à la consommation, un rapport aux autres, et c'est une dimension très sociale. Ouais. Oui, Julien, même si vous n'avez pas de cravate, on ne vous en Non, veut pas, allez-y. Comme ça, j'ai fait une économie, la cravate déjà. Et non, après, la question aussi, et là c'est plus avec ma casquette Origine France Garantie que je traite ces sujets-là, c'est le fait qu'aujourd'hui la fast fashion, par exemple, c'est à peu près un vêtement émis entre 1 et 2 fois avant d'être oublié dans un placard. Donc en fait, c'est ça la problématique, c'est que oui, et on a tous besoin de s'habiller, et quand c'est abîmé, il faut changer. Mais après, est-ce qu'on a encore aujourd'hui le luxe de pouvoir avoir 8000 connexions qui sortent par jour sur des plateformes asiatiques? Enfin voilà, c'est ça le sujet. Est-ce qu'on a ce luxe-là? Oui, il faut s'habiller, mais en quantité peut-être limitée, et différemment. Exactement, c'est pour ça que j'ai employé un petit peu ce mot fantasme. Parce qu'en fait, quand on parle de mode, on veut être à la mode pour plaire, pour séduire. Le fantasme d'être plus beau si on met un vêtement qui est peut-être un peu plus attractif. Mais à la base, un vêtement, c'était, si on reprend pyramide Maslow, etc., hein, c'est un besoin, pas physiologique, mais de sécurité, quoi. C'est que sinon on va avoir froid. Hein. Donc c'est ça, ce côté fantasmatique, hein, de la consommation, il est entretenu aussi par les marques qui vont communiquer, etc. Et il faut que les marques changent aussi. Et c'est là où je veux en venir sur le deuxième point d'argumentation, c'est cette approche technocentrée. Les technologies peuvent arriver à nous aider à mieux consommer. Hein. C'est tous les travaux de Jean Covici, par exemple, là, qui va nous dire qu'il faut faire attention aux matières premières qu'on emploie, etc. Mais il faut faire attention aussi dans l'usage de ces technologies. La technologie, c'est pour faire de l'innovation. Hein. Clairement, il y a de l'innovation. Les entreprises, la priorité d'une entreprise, c'est innover. Bon, innover, c'est quoi? C'est simplement avoir une position dominante sur un marché et gagner du temps. Hein, c'est les 2 grands principaux bénéfices qu'on pourra associer à l'innovation.
Dans le sens où position dominante, c'est Schumpeter qui nous dit ça, si je suis dominant, ben, j'écrase le concurrent, hein, je propose une offre qui est plus attractive. Si je suis un leader, je vais aussi consommer davantage de produits innovants, donc du coup c'est un cercle vicieux, vertueux, je ne sais pas, mais et puis je vais gagner du temps parce que, par exemple, si j'ai une innovation, dans mes cours de statistiques, hein, si on fait un modèle de régression à la main, ça prend beaucoup plus de temps que si c'est une machine qui le fait. C'est ce que nous dit Jean Covici, on utilise des techniques pour minimiser notre effort et maximiser les bénéfices. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'arriver justement à déplacer ce curseur sur de l'innovation pour qu'elle soit vraiment durable et vraiment partagée. Si je reprends l'exemple de l'automobile, on a des voitures électriques, mais quand vous regardez la gamme de Renault, Peugeot, etc., vous avez des SUV, vous avez des gros modèles, et il y a aussi des petits modèles qui sont beaucoup moins gourmands en énergie, c'est ce que dit Jean Covici. Mais il y a aussi tous les modes d'accès aux produits. Si vous prenez le leasing, une voiture en leasing, vous la gardez 3 ans, une voiture neuve, et puis vous la remplacez au bout de 3 ans, on vous propose de la remplacer. Et on va vous dire, oui, avoir une voiture électrique, c'est mieux. Non, ça dépend aussi de la durée d'usage du produit, ce que vous allez en faire, le nombre de kilomètres qui est parcouru, etc., pour décarboner cette voiture. Donc ces deux facettes-là sont corrélées. Enfin, il faudrait qu'elles soient plus corrélées pour arriver à optimiser nos pratiques à la fois dans la production et la consommation. D'accord. Et je vais aller justement là-dessus vers Audrey Mesmin. Vous, est-ce que vous arrivez à embarquer vos parties prenantes? Vous travaillez avec des secteurs très polluants comme l'aéronautique. Là, vous essayez de travailler sur des produits recyclés, des produits moins impactants. Est-ce que vous arrivez, le secteur de l'aéronautique, à les embarquer dans ces nouveaux produits? Alors, on se structure. Nous, on est en chemin nous-mêmes et en construction. C'est ce qu'on avait partagé quand on a préparé cette table ronde. Oui, parce que la filière, comme elle est, elle a beaucoup d'impact. Forcément, elle se structure et elle s'organise. Donc, comment c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le rôle clé de coopération. Maintenant, moi, c'est vraiment. J'insiste là-dessus, par filière, où là, on ne va pas réussir à trouver des solutions tout seul. Nous, on est un petit acteur, en fait. Nos concurrents principaux sont des mastodontes américains, chinois. Donc, on ne va pas réussir à trouver les solutions tout seul par rapport à des technologies dont on a besoin, justement, pour assurer des produits plus durables. Produits plus durables dans l'aéronautique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est comment, dans un avion, il y a 20 à 30 km de câbles. Donc, nous, notre rôle, c'est d'assurer... je parle déjà un peu en fonctionnalité, c'est de se dire, OK, on va fournir un connecteur, mais on va faire que tous ces câbles, ils se parlent bien, en fait, et que tout ça est viable et sécurisant, parce que c'est quand même mieux pour nous, si on monte dans l'avion. Ne prenez pas trop l'avion, d'ailleurs. Et donc, je perds le fil, je fais de l'humour, mais je perds le fil de ce que je voulais dire. Donc oui, un produit durable chez nous, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est une offre, évidemment, c'est des choses qu'on a lancées depuis quelques années avec nos clients, comment on contribue en fait à ce que ces éléments de connexion qui pèsent un poids non conséquent, parce que rappelez-vous 20 à 30 km de câble, donc ça pèse un poids, qui dit poids dans un avion dit consommation de kérosène, donc forcément quand vous arrivez avec des solutions qu'on dit lightweight, ça c'est le mot à la mode depuis 6-7 ans maintenant, que vous arrivez avec des nouvelles solutions plus légères sur des nouvelles générations d'avions, évidemment ça va contribuer à baisser la consommation de kérosène de l'avion et donc à diminuer l'impact. Donc je vous rejoins complètement. On est absolument sur qu'est-ce que ça veut dire après en tant que direction marketing, positionnement, parce qu'on continue quand même à faire du marketing en tant que... Qu'est-ce que ça veut dire sur le positionnement de notre offre quand on fournit un tel produit, parce que ça c'est un avantage conséquent pour notre client, et comment on partage cette valeur, évidemment, avec un Boeing, avec un Airbus, parce qu'on apporte quelque chose. Et je crois que je n'ai pas du tout répondu à votre question. C'est pas grave. Non, si vous arrivez à embarquer vos parties prenantes dans cette nouvelle réflexion de vos produits recyclés qui ont moins d'impact. On commence tout juste, eux aussi, en fait. Donc, grâce à l'Europe, ils se structurent énormément. Aussi. Alors,
un peu moins côté américain, évidemment, même s'ils sont implantés en Europe. Mais nos clients européens, ils se structurent énormément parce qu'ils sont poussés par la législation européenne. Et donc, ils nous demandent des comptes, tout simplement. Comment on contribue, voilà. Et donc là, en fait, on est en train d'organiser ça. Comment on organise des temps dédiés. Nous, dans nos métiers, on organise ce qu'on appelle des Tech Days. Donc, des Tech Days, on rassemble on se réunit avec nos clients, toutes les parties prenantes à l'intérieur du client aussi. Et on se dit, et puis on partage les nouvelles technologies. Donc là, c'est comment, dans ces moments-là, on va créer des temps forts pour parler des nouvelles matières qui viennent de l'économie circulaire, où on veut apporter plus de recyclabilité donc sur nos produits aussi. On va aborder tous ces sujets-là. Donc ça, c'est à construire. D'accord. Julien, Isabelle, je sais que la valeur partagée est au cœur aussi plus de votre réflexion, j'ai envie de dire de votre activité. On nous reste une poignée de minutes avant de passer à vos questions, mais je voudrais quand même vous écouter sur cette notion de valeur partagée au cœur de votre société. Valeur partagée, alors assez rapidement quand même, mais c'est vrai qu'elle est sur 3 aspects, on va dire. Elle est sur nos adhérents aujourd'hui, parce que nous, notre projet stratégique, on est dans l'économie sociale et solidaire, on a cette chance-là, c'est que nos adhérents sont à notre Assemblée Générale, sont membres de notre conseil d'administration et nomment un directeur général que je suis. Donc au final, on a créé avec notre gouvernance, qui sont issus de nos adhérents, tout ce projet en fait qui est porté sur la démarche RSE. Et puis on la déploie, et on communique tous les trimestres à nos adhérents sur les avancées de cette démarche. Sur la valeur partagée, là où je voulais être un tout petit peu plus long, c'était par rapport à nos équipes et aux salariés de l'entreprise. Et ça, j'ai pu voir avant ce projet stratégique-là, j'avais essayé de mettre des choses en place, des bonnes pratiques que je pensais, et plutôt en les imposant entre guillemets, mais quand même dans cet esprit descendant. Et ça n'a pas du tout pris, ça ne prend pas du tout. Et ça, faut vraiment, c'est bien d'apprendre aussi avec ces expériences-là. Mais ce qu'on constate, ce projet stratégique-là, avant de le monter, on avait quand même fait participer l'ensemble des salariés sur une journée avec les 160 points qu'ils aimeraient remonter, à quoi ils aimeraient que leur structure ressemble. Et en fait, on s'est inspiré de tous ces points-là. Et maintenant, dans notre projet d'entreprise, les salariés portent des sujets bien précis, en autonomie totale. Donc on leur libère 3 heures par mois de temps, par groupe de 10 maximum. Alors il y a 3 sujets sur lesquels ils travaillent actuellement, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. D'ailleurs, la direction ne fait pas partie de ces groupes-là. Et ils ont travaillé par exemple sur la qualité de vie au travail, sur les relations manager-salarié. Et donc derrière, ils ont proposé des choses qu'on a mis en place, parce qu'à partir du moment où on fait ce jeu-là, il faut les accepter. Donc on a mis en place l'engagement responsable aussi, ce que moi j'ai voulu mettre en place de manière descendante. Finalement, sur notre consommation responsable, amenée par les salariés eux-mêmes, les salariés l'ont accepté. Donc ça, on l'a remarqué aussi. Donc vraiment, ce sujet de partage est là. Et par exemple, on a axé sur un sujet biodiversité, parce qu'on a de l'espace vert sur notre bâtiment qui était tondu, très bien tondu. Il y a un projet porté par 10 salariés sur de la biodiversité, et donc sur lesquels on va faire un investissement financier pour créer un espace de biodiversité sur l'ensemble, on a commencé d'ailleurs, sur l'ensemble de notre espace vert. Donc cette valeur partage, elle est hyper importante, parce que derrière, ce sont les salariés en fait qui la portent à l'extérieur. Et c'est aussi ça la démarche RSE, c'est de partager et que chacun agisse et qu'on partage tous et que ça refasse derrière d'autres cercles. Et je finis juste par, donc nous, on est basé à la Chaussée Saint-Victor, c'est à la sortie de l'autoroute à Blois, et on a un pôle d'entreprises qui sont assez importantes. On a créé une association avec les entreprises voisines qui n'ont pas du tout les mêmes domaines d'activité. On a de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie classique, le groupe IDEC qui fabrique des bâtiments. Donc vraiment, on a créé une association qui représente à peu près 3000 salariés avec les 30 entreprises du coin. Et on crée également des synergies. Alors, j'avais un exemple que j'ai évoqué quand on a préparé, mais par exemple, alors ça ne nous concerne pas directement, mais il y avait une entreprise qui vendait, en fait, qui avait des palettes, qui recevait des palettes et qui payait pour qu'elles repartent. Une entreprise à côté qui payait pour avoir des palettes vides. Et finalement, ils se sont rencontrés au travers de cette association. Et aujourd'hui, c'est gratuit pour les deux et ils récupèrent les palettes en fait directement. Pareil, l'entreprise pharmaceutique avait commandé 6000 gants qui lui servaient à rien. Nous, on a un centre dentaire en bas de notre siège social.
Et on a besoin de gants dans un centre dentaire, donc on a récupéré gratuitement l'ensemble de ces gants. Donc on voit aussi que cette économie circulaire et de proximité fait que ça génère aussi beaucoup de plus-value. Le bâtiment en face avait une salle de sport, ils n'avaient plus de place, on avait de la place dans notre bâtiment, donc on partage une salle de sport avec une autre entreprise. C'est que des plus en fait, et voilà, ce partage de valeur est très important. Et la prochaine étape, on l'espère, là il y a une réunion en juin, on veut avoir des panneaux solaires de manière collective pour pouvoir avoir de l'énergie verte à plusieurs entreprises. J'ai 5 minutes. Oui. Alors moi, je ne vais pas donner d'exemple, mais surtout, au travers de ce que vous avez dit, c'est plutôt de parler d'une modalité pour faire que la valeur elle soit partagée. Il est faux de croire qu'on va changer les choses si on pense de la même façon. C'est Einstein qui disait ça beaucoup mieux que moi. Donc il y a une nécessité essentielle, c'est de changer de paradigme et donc de penser autrement pour faire différemment. Et une modalité pour créer cette valeur partagée, c'est la notion de coopération. Alors on utilise ce mot un peu valise. Nous, la coopération, c'est vraiment faire que les acteurs qui vont être amenés à être en relation soient dans une relation où chacun va comprendre et intégrer les contraintes de l'autre dans son propre travail, dans un but que les deux réussissent. J'avais un dirigeant d'entreprise qui avait résumé ça en disant finalement c'est agir autrement pour que l'autre réussisse. Mais de toute façon, j'en aurai un bénéfice aussi. Donc ça, c'est une modalité, c'est la coopération. Et ce que vous venez d'évoquer avec les palettes, c'est exactement ça. C'est à un moment donné s'intéresser non pas qu'aux besoins de l'autre, mais aussi de comprendre pourquoi il fait ça et sous quelles contraintes, partager ces contraintes-là et finalement se mettre au travail tous les deux ensemble. Et donc ça change les relations, on n'est plus dans une relation client-fournisseur ou même partenaire, on est dans une relation de coopérants parce qu'on a une visée commune, c'est de faire qu'on veut arriver à un résultat bien plus intéressant, mais où chacun va y gagner. Et donc effectivement, ça nécessite de penser différemment, de travailler différemment, de se dire les choses, et ça nécessite qu'il y ait quand même un minimum de confiance. Je pense que les expériences que vous avez vécues entre les entreprises là sur votre parc vous permettent aujourd'hui de pouvoir parler de cette nouvelle source d'énergie. Si vous n'aviez pas eu ces vécus avant, avec des petites expérimentations que vous avez osé faire, ça serait plus complexe d'aller dans un projet beaucoup plus ambitieux. Donc cette notion de coopération, pour nous, c'est vraiment la clé, c'est la modalité finalement pour faire qu'on fait émerger la valeur et que cette valeur, elle est partagée. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez nos intervenants, si vous avez des questions à leur poser, soit sur des réflexions, sur une action concrète, vous êtes vous-même peut-être en recherche d'idées, en réflexion, à vous de poser vos questions. Bon, je me lance pour lancer les questions. Déjà, merci, c'était très, très dense et hyper enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses ce soir et la chose qui m'a le plus interpellée, c'est le témoignage de l'entreprise Mutual. Ce que j'ai compris, j'avais entendu parler d'une notion qui s'appelle citoyenneté organisationnelle. J'ai l'impression que c'est peut être ça, en fait, ce que j'ai compris de votre nouveau projet stratégique sur le local, sur j'investis dans les entreprises locales pour mieux encore avoir des bénéfices. Est-ce que j'aurais souhaité en savoir un peu plus, si c'est possible, comment vous, au niveau de la gouvernance, vous avez réussi ce pari, voire cette gageure d'avoir de nouveaux adhérents, avec finalement, vu de l'extérieur, un modèle économique qui paraît moins profitable, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais je n'arrive pas à conceptualiser, à comprendre comment vous avez réussi un modèle pareil, quoi. Alors, je vais essayer de répondre. On verra si j'ai bien compris. Alors, nous, on a l'avantage. Aujourd'hui, notre objectif, nous, en tant que mutuelle et dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas de faire du bénéfice, c'est d'équilibrer entre ce qu'on encaisse en cotisation, ce qu'on verse en prestation et les frais de gestion qui restent à payer, et donc de sortir un résultat positif quand même tous les ans, mais qui soit tout à fait raisonnable. Donc,
effectivement, on n'a pas une volonté financière à la base, c'est plutôt une volonté de retrouver des adhérents. Et par rapport à votre question, à un moment donné, on est face au fait accompli. On se dit, on perd des adhérents depuis une vingtaine d'années. Donc, on va tenter une stratégie. Alors, moi, en tant que directeur général, j'ai impulsé avec le conseil d'administration, qui sont des adhérents bénévoles. Et aujourd'hui, alors j'ai la chance qu'ils m'ont suivi dans ce projet et qu'ils m'ont aussi aider à le construire, parce que finalement, en fait, on s'est posé autour de la table et puis on a vu ce qu'on voulait faire, on s'est dit où on voulait aller, et ce qui a permis de se lancer. Après, financièrement, on allait bien, mais on perdait des adhérents. Donc, on avait une vision court terme bonne, une vision moyen-long terme moyenne. Donc là, aujourd'hui, ça nous a permis de retrouver une vision moyen-long terme plus intéressante. Et voilà, je pense. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais si j'ai bien répondu à la question. Mais l'idée, c'est que aussi cette démarche-là, finalement, elle nous a permis d'avoir des adhérents parce qu'elle nous a permis de nous connaître sur d'autres aspects. On n'a pas un métier sexy aujourd'hui, il faut dire la vérité. Assureur, mutualiste, la différence, nous on l'a fait, peu de monde l'a fait. Et puis, on est vu un peu comme les banquiers, les assureurs, les mutuelles, des gens qui sur l'argent, qui sont portés sur la partie financière. Je ne vais pas dire comme des voleurs, c'est pas beau comme mot, mais on n'est pas bien vu. Donc, avoir cet aspect différent, et aussi dans notre relation commerciale, on n'est pas du tout agressif avec nos prospects et les collectivités avec qui on travaille et les entreprises, c'est-à-dire qu'on a une relation de confiance. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas de casser des tarifs, ce qu'on ne fait surtout pas, parce que là aussi, dans des démarches RSE, il y a le sujet de la concurrence déloyale qu'il ne faut pas faire. Donc là-dessus, nous ne cassons pas les tarifs. Et ce qu'on veut, c'est des relations de confiance. Je prends un exemple. On a une entreprise d'à peu près 1000 salariés qui adhérente chez nous depuis 2007. Et il y a peu de groupes aujourd'hui de autant de salariés qui changent si peu souvent de mutuelle. Donc nous, c'est ça, c'est la fidélisation et la valeur confiance et de travailler ensemble à trouver des synergies pour montrer, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est juste équilibrer en fait nos comptes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. J'avais une question pour vous, justement. Vous donniez des exemples d'économie circulaire qui avaient été mis en place. Et je voulais savoir comment ça s'était structuré à la base. Est-ce que c'est une organisation d'entreprise ou est-ce que c'est autour de conversations de machines à café ? Enfin, voilà, Donc, entre les entreprises voisines qui se trouvent des synergies. À la base, ça s'est monté entre plusieurs dirigeants qui se connaissaient. Alors, j'en faisais pas partie au début, il y avait 3-4 dirigeants. L'idée, c'était de créer une voisinade et de réunir tous les dirigeants pour boire un coup. Voilà. Ça s'est transformé en... on va réfléchir parce que finalement, l'agglomération a vu que on commençait à réunir des dirigeants. Première réunion, il y a 25 personnes. On se dit, bon, attends, donc il y a le maire du village qui vient, de la ville. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on allait se structurer, parce que pour nous aussi, on pèse plus fort en fait ensemble. Par rapport aux collectivités, on a fait changer une voie des arrêts de bus pour pouvoir que les salariés des entreprises puissent venir en bus, chose qu'une entreprise seule, elle n'aurait jamais pu faire. Donc en fait, c'est ensemble, on a réussi à être plus fort. Donc l'agglomération s'est intéressée à nous, après la ville. La CCI s'est intéressée à nous, et depuis, la CCI nous met même à disposition une personne pour travailler ces sujets d'EIT. Alors j'ai plus le... écologie industrielle et territoriale. Et donc elle nous met à disposition une personne, une partie du temps, pour pouvoir monter ces projets et créer des synergies. Et créer toutes ces réunions. Sur la partie énergie solaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est la CCI finalement qui nous aide maintenant à le mettre en place. Mais en fait, c'est sorti de quelques discussions, d'un apéritif, et ça s'est fini en quelque chose de beaucoup plus structuré. Merci.
Bonjour, merci pour vos échanges. Alors du coup, je vais m'exprimer, mais avec la casquette enseignante-chercheur. Moi, je suis à l'école polytechnique en aménagement et en fait, je travaille sur les questions de politique d'environnement. Et donc du coup, je m'intéresse à ce que vous avez dit aussi à Madame Mesmin, si j'écorche pas votre nom. Alors peut-être je caricature un peu, mais j'ai compris qu'une partie des bonnes pratiques que votre secteur d'activité avait réussi à mettre en place aussi sur les questions de décarbonation venait en partie du respect du cadre réglementaire européen et de sa traduction en droit français. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans plusieurs politiques d'environnement. Et donc du coup, je me demandais, par rapport à cette création de la valeur durable et partagée, quelle relation vous entretenez avec ce cadre réglementaire et législatif, qui doit sûrement être compliqué à plein d'égards, mais qui semble, enfin en tout cas, à travers ce que j'ai compris ou ce que j'ai bien voulu entendre, être aussi quand même un levier vers cette transition. Et du coup, quel rapport vous entretenez avec cet effet de contrainte, mais aussi avec ces effets un peu de s'obliger à faire les pas vers la transition? Je vais essayer de faire simple. Je vais apporter un peu de nuance. Je dirais que c'est, pour moi, moi je le perçois comme un accélérateur pour des entreprises qui ne se seraient pas déjà engagées et structurées. Donc évidemment, on est directement impacté par la CSRD. Donc c'est pas plus tard qu'hier, on est en pleine analyse de risque sur la double matérialité. Donc pour ceux qui sont familiers de tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est pas un secret, ça demande beaucoup, ça requiert beaucoup d'énergie et de ressources en fait dans l'entreprise pour répondre au cadre réglementaire en fait. Donc ça pose beaucoup de questions parce qu'on était déjà engagé en fait. Radial a un plan de décarbonation. En fait, quand on a lancé les travaux sur la raison d'être, ça a été un peu un déclencheur parce qu'évidemment, de par le monde et chez nos collaborateurs, il y avait l'enjeu environnemental qui était là. Ensuite, on est rentré dans un programme, pour ceux qui le connaissent, le programme ACT de l'ADEME. Donc ça a été un accélérateur pour nous, pour définir notre plan de décarbonation. Et j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais... Ouais, donc évidemment, c'est un rôle très structurant pour nous parce que on va pas se le cacher, on a fait ça par étapes, nous aussi, et chemin faisant, on a structuré notre approche, ce fameux plan de décarbonation. Ça n'engage que moi et pas mon entreprise, mais il est beaucoup plus large que la décarbonation et en fait, il va aller bien au-delà et c'est génial parce qu'évidemment, il y a une approche systémique très forte, donc on va toucher à plein de domaines. On va toucher à un moment donné forcément au développement d'un autre type de business sans doute. Donc, ce cadre légal, encore une fois, là récemment, il venait nous questionner et nous challenger en fait sur des décisions qu'on avait prises en amont. Donc sur une entreprise qui est déjà en route, elle vient accélérer des prises de décision, peut-être mettre des contraintes sur des objectifs plus forts. Donc j'allais dire, moi je suis heureuse si ça fait ça. Mais il ne faut pas se voiler la face, c'est une très grande... beaucoup de ressources, et même pour une entreprise à 3000 personnes, c'est très très impactant en termes de charge de travail pour les équipes et de structuration en notre sein, mais ça nous force aussi à structurer les collectifs au sein de l'entreprise. Donc bravo l'Europe sur ce point-là. Une dernière question, quoi. Et juste pour compléter, c'est exactement pareil avec les consommateurs. Le rôle des pouvoirs publics, la législation est très important pour arriver à changer les pratiques, à modifier les pratiques. Après, il faut arriver à le faire durablement. On se souvient tous du confinement où on a tous pu refaire à manger, repréparer nos petits plats plutôt qu'à les acheter rapidement au supermarché entre midi et 2. Mais le retour aux mauvaises habitudes va vite. Les bénéfices, encore une fois, auto-centrés. Et là, si on voit sur l'urbanisme, là, les interdictions de circuler, de couper des voies, etc., font qu'il y a plus de bouchons et tout ça, et plus d'embouteillages, pardon, et vont peut-être amener à l'adoption d'autres pratiques. Bon, au début, il y a toujours un mécontentement, etc., mais c'est vrai que le rôle des pouvoirs publics, on l'a vu aussi, est vraiment déterminant. Et puis, en plus, il faut qu'ils arrivent à anticiper ça aussi, parce que quand on échange des marchandises, tout ça, c'est très bien. Et s'il n'y a plus de TVA aussi qui est collecté, qui sert à payer des hôpitaux, et donc tout ça doit être hyper encadré. Il y a ce partage de valeurs, il est très complexe. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors, voilà, effectivement, on a eu 40 minutes plus vos questions aujourd'hui pour aborder le sujet. C'était une première table ronde.
Donc effectivement, innovation et RSE, c'était aussi une de nos questions. On n'a pas pu l'aborder. Marketing, effectivement, est-ce que c'est compatible avec effectivement aussi tout ce qui est RSE? C'était aussi un de nos axes, mais on ne peut pas tout faire en 40 minutes. Mais ça tombe bien, c'était qu'une première table ronde aujourd'hui. Donc ça sera l'objet certainement de tables rondes futures. Donc on abordera tous ces sujets. Les 4 représentants ce soir seront disponibles si vous voulez échanger avec eux juste après. Il y a un petit rendez-vous, un petit verre, tous ensemble. Donc vous pourrez poser aussi vos questions. Et là, moi, je vais donner le mot de fin à Arnaud Rivière qui nous a écoutés et qui va aussi faire le résumé de cette première table ronde. Non, je ne vais pas m'engager dans un résumé. Comme on a peu de temps et on va laisser la place aux échanges après au niveau du cocktail dînatoire, mais enfin du moment convivial qu'on a prévu à l'issue de cette table ronde. Juste peut-être pour montrer que les différents exemples qu'on a eus ce soir montrent bien qu'on est sorti de l'habillage ou la touche cosmétique RSE qu'on pouvait parfois apporter aux organisations. On voit vraiment que c'est des démarches de fond qui sont vraiment inscrits dans le dur des organisations, notamment dans la définition de leur mission, de leur stratégie. Donc ça, c'est un point important qui montre quand même l'évolution quand même des organisations et du management et de la gestion, tel qu'on pouvait se l'imaginer il y a encore quelques années. Donc on voit vraiment la longue évolution. Et puis l'autre point important, je trouve, dans tous vos exemples, c'est qu'on voit bien que la création de valeur durable et partagée, elle nécessite vraiment une approche multipartie prenante. Vous avez cité les salariés, les fournisseurs, les entreprises à proximité du territoire, les pouvoirs publics. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une approche extrêmement multipartie prenante, alors qu'il y a encore quelques années, professeur Laurent Maubisson parlait de ses premiers cours qu'il dispensait en marketing, où on parlait vraiment de création de valeur dans la diade entreprise-client. Et là, on voit bien que la valeur va bien au-delà des bénéfices individuels ou de la valeur individuelle, mais elle est beaucoup plus collective avec une prise en compte d'un ensemble de parties prenantes. Et puis, troisième remarque, et je rebondis sur la remarque qui a été faite tout à l'heure, sur finalement, mais c'est une belle transition pour moi, est-ce qu'on peut associer marketing et RSE et durabilité? C'est justement le pari de cette chaire. Et au-delà du pari, c'est des convictions. Parce qu'effectivement, quand on est enseignant-chercheur en marketing, alors peut-être l'âge aidant, passé la quarantaine, et donc à la recherche d'un sens encore plus important dans l'exercice de son métier et de ses activités d'enseignement et de chercheur, et bien du coup, c'est justement tout le pari que l'on fait avec cette chaire, en se disant que le marketing peut être capable du pire. On a l'image du commercial, le pied dans la porte, en train de vendre des encyclopédies, mais le marketing peut aussi être capable du meilleur. Et tous les outils, toutes les méthodes, toutes les approches du marketing, c'est autant d'éléments pour justement inciter, parfois peut-être contraindre les consommateurs et les différentes parties prenantes, mais les consommateurs en particulier, vers des changements de comportement. Et on le voit en fait, il y a un certain nombre déjà de pratiques qui sont mises en place. Et l'idée, c'est que cette chaire, au-delà de l'objet qu'on étudie, elle porte aussi une mission de justement pouvoir axer davantage le marketing vers cette recherche de durabilité. Et on voit bien qu'il y a tout un ensemble de problématiques qui ont été abordées ce soir. Et j'ai envie de dire, c'est autant de terrains de jeu ou de réflexion que nous allons pouvoir étudier au sein de la chaire Valeurs et Consommation Durable. Donc vraiment, un grand merci à tous nos intervenants, à tous nos speakers de ce soir. Un grand merci aussi à Virginie Petrus, notre maîtresse de... Je voudrais juste remercier quand même quelques personnes qui ont permis que cette soirée a pu être possible. Donc un grand merci à la chef d'orchestre qui est derrière la caméra, c'est Élise Lefebvre, et donc qui a vraiment organisé l'ensemble de cette manifestation, qui est notre chargée des relations entreprises et du réseau alumni au sein de l'IAE. Donc un grand merci Élise. Grand merci également à Antonin Babillot, notre chargé de communication, à Véronique Bertin-Ancelot, notre responsable administrative de l'IAE. Un grand merci également à Marion Chemineux, donc la chargée de mission à la Fondation Rabelais. Un grand merci donc à l'ensemble des services de l'IAE. Un grand merci également à monsieur le vice-président, à la vice-présidente de l'université. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce premier rendez-vous, mais il y en aura bien évidemment d'autres. Et puis je voudrais aussi vous profiter de l'événement pour vous rappeler un événement qui aura lieu donc
du coup pas pour la chaire valeur et consommation durable, mais pour l'autre chaire, donc inclusion au travail et management, qui est un événement qui aura lieu le 11 juin sur une thématique différente, mais toujours en lien avec la recherche de sens et la dimension RSE des organisations, qui est en fait une table ronde sur la santé des femmes au travail, qui aura lieu donc à MAM le 11 juin à 17h, donc organisée par la chaire inclusion au travail et management. Voilà, donc vous savez tout. Merci à toutes et tous. Je te laisse le mot de la fin, Virginie. Oui, il va être court. On vous donne rendez-vous, je crois que c'est pas très loin, pour un... de l'autre côté. On fait signe de l'autre côté, mais suivez-nous, suivez le guide. Élise va vous accompagner pour un petit temps convivial et de partage avec nos intervenants du jour. Merci beaucoup d'être venus.